Comme plante cultivée, la quinoa est particulièrement intéressante par sa robustesse d'abord. Dans les conditions extrêmes de sécheresse et de froid des hauts plateaux des Andes, d'où elle est originaire et où elle est cultivée, donc, c'est une des rares espèces qui peut arriver à donner une production de grains appréciable, donc sur des sols très pauvres et à parfois jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude. Comme plante alimentaire ensuite, c'est une espèce particulièrement intéressante puisqu'elle se consomme comme une céréale, mais qu'elle a une richesse nutritionnelle très supérieure à celle du blé, du riz ou du maïs. Elle est non seulement riche en protéines, mais elle est surtout très bien équilibrée en acides aminés, elle est riche en minéraux, en antioxydants. Et puis on peut signaler enfin que c'est une plante dont les graines sont sans gluten, ne contiennent pas de gluten, et donc qui est recommandée pour les personnes qui sont allergiques à cette substance. Alors la quinoa en Bolivie, en particulier, c'est pour moi un sujet tout à fait passionnant par la série de paradoxes en fait, qu'elle offre à la réflexion. La quinoa m'a d'abord intrigué en tant que biologiste, parce que c'est une espèce qui est productive, riche en protéines, on l'a vu, et qui pourtant tire parti d'un sol très pauvre. Et donc on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'elle fait pour résister comme ça à la sécheresse, au froid, tirer parti de la pauvreté du sol, résister au rayonnement solaire qui est si intense à ces altitudes. Donc toute question qui intéresse le biologiste. Mais ensuite, c'est aussi une espèce cultivée qui est très ancienne, qui provient d'une région isolée, difficile d'accès, et qui pourtant connaît aujourd'hui un succès commercial qui est quasiment planétaire, on pourrait dire. Or, c'est une production qui s'adresse à des marchés très spécialisés, des marchés de niche. Le marché des produits souvent bio, certifiés, bio ou équitables. Et donc, c'est une production donc, de marché de niche et qui pourtant n'est pas le fait de paysans qui seraient spécialisés. Pas du tout, tout au contraire. De tout temps, les habitants des régions d'où provient la quinoa ont assuré leur vie en menant simultanément toute une série d'activités diverses, agricoles ou non agricoles aussi, et qui les amenaient à se déplacer, parfois plusieurs fois par an, entre différentes régions, voire entre différents pays. Aujourd'hui, les revenus tout à fait significatifs, importants, qu'ils tirent de la quinoa ne les ont pourtant pas amenés à abandonner cette stratégie prudente, on va dire, de multiplication d'activités. Ils continuent à entretenir des activités diverses, même si certaines sont moins rentables que d'autres. Et on pourrait dire que autour de la quinoa, j'ai donc découvert toute une série, disons, de modèles d'adaptation à un milieu très difficile et dans un monde de plus en plus globalisé et très changeant. Donc c'est les adaptations d'une plante d'abord, mais aussi les adaptations finalement d'une société tout entière. Et c'est donc comprendre cela, il faut s'intéresser à l'intégration de processus à plusieurs échelles de temps et d'espace. Et c'est ça ce sont ces questions-là que je trouve passionnantes à explorer. Alors, dans les régions comme les Andes où les cultures et les troupeaux cohabitent, les hommes ont organisé leur territoire de façon à limiter d'une part les déprédations du bétail dans leurs parcelles, pour garantir aussi de l'autre côté des espaces de pâturage pour les animaux et éventuellement, mais pas toujours, pour assurer aussi la fertilité des champs grâce au fumier produit par ces animaux. En montagne, il y a aussi un autre facteur important qui est le climat. Le climat en montagne, on sait d'abord déjà souvent assez extrême et également très changeant, imprévisible. Et donc il joue pour façonner lui aussi le paysage. Par exemple, on sait qu'en montagne, donc, les versants sont moins exposés aux gelées que les plaines.
tout simplement parce que l'air froid, qui est plus dense, s'écoule le long des pentes et il s'accumule dans la nuit, dans les bas-fonds et dans les plaines. Donc les plaines sont plus exposées aux gelées, par exemple. Dans un contexte d'agriculture manuelle, on peut dire, une agriculture d'autosubsistance, les champs sont donc concentrés sur les versants pour éviter aux cultures, ou limiter en tout cas les risques de gelée. Alors que les pâturages, évidemment, occupent les plaines. Les champs, dans ce mode d'agriculture, sont souvent petits, pas très nombreux, puisqu'il ne s'agit que de nourrir les familles qui sont là. Ils sont cultivés à la main. Ils sont parfois, pas toujours, entourés de murets ou placés sur des terrasses. Donc tout ça, ça façonne le paysage agricole. Quand on passe à une production commerciale, il y a pas mal de changements dans les pratiques et dans l'utilisation des terres. Les cultures se multiplient, forcément, les surfaces doivent augmenter pour produire pour l'exportation, en tout cas pour le commerce. Elle se mécanise aussi, la culture ne peut plus se faire à la main uniquement, et cette expansion, et cette mécanisation, ça se fait au détriment des pâturages. L'expansion, donc, c'est-à-dire qu'elle se fait vers les plaines, et donc en acceptant un certain risque de gel aussi. Mais le risque devient acceptable parce que comme on entre dans un système avec des revenus économiques, le revenu peut compenser les éventuelles pertes. C'est un risque qu'on prend. Et donc on arrive à cette situation où le paysage est fait de vastes cultures qui sont ouvertes au détriment des pâturages, et ce qui appelle donc nécessairement, après un certain temps, de trouver des nouveaux arrangements, en fait, pour retrouver un équilibre entre agriculture et élevage. Le succès de cette production dans cette région-là, donc on parle du sud de la Bolivie, ce succès entraîne toute une série de transformations, des transformations dans les pratiques des agriculteurs qui produisent, des transformations dans l'utilisation du territoire, des transformations dans l'organisation aussi des activités de ces producteurs et de toute la filière qui commercialise ensuite la quinoa. Ces transformations, elles font craindre à certains que ni les pratiques des exploitants, ni le système écologique qui soutient cette production, ni l'organisation qui va derrière ne soient durables. Et bon, ces craintes donc, font poser la question de la durabilité. Elles font aussi déjà réagir les producteurs eux-mêmes qui sont au courant, avertis maintenant des problèmes potentiels qui sont soulevés par ce succès et qui ont donc pris toute une série de mesures, on va dire, pour y répondre.